Bienvenue dans cette belle école d'INCREA Hauts-de-France pour notre deuxième journée de ce congrès. Après un peu je ne veux pas dire un peu la folle première journée d'hier, mais enfin, nous avons eu quelques événements imprévus. Et donc pour cet accueil, j'appelle Jean-Marc Hidou, qui est le directeur général d'INCREA Hauts-de-France et que je remercie de nous accueillir dans sa belle école. Merci Philippe. Donc bonjour à toutes et à tous. On est très heureux donc, de vous accueillir pour cette deuxième journée de congrès. Et de nouveau encore bravo à nos collègues de Sciences Po pour l'accueil d'hier. Et ce fabuleux repas d'hier soir qui était, je pense, très agréable. Alors, hier j'avais été très rapide pour présenter INCREA Hauts-de-France. Là je vais prendre un tout petit peu plus de temps pour vous présenter qui nous sommes. Donc, comme je l'ai indiqué hier, donc, nous sommes issus d'une fusion récente. Donc les trois écoles HEI, ISA et Senline ont fusionné en 2013, donc il y a à peu près 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans. En termes de chiffres, c'est 4550 élèves ingénieurs à la rentrée. On est sur des formations 5 ans, donc c'est sur 5 années. C'est aujourd'hui un peu plus de 1000 diplômés par an en termes de diplomation. C'est un réseau de 27 000 alumni, donc vous voyez quand même des écoles qui sont nées il y a plus de 130 ans, donc qui sont quand même bien ancrées dans les territoires. Alors comme toutes les écoles d'ingénieurs, on a aussi deux autres métiers, notamment la recherche et la prestation, tout simplement. Et donc dans l'activité de recherche, il y a à peu près 23 laboratoires, dont 4 qui sont en association avec le CNRS, et également une culture locale très ancrée en logique de partenariat, parce que nous sommes co-tutelle de 4 laboratoires publics. Donc ça c'est vraiment aussi une spécificité, vous voyez, du Nord, c'est cette capacité à se retrouver sur des enjeux essentiels. Donc c'est vraiment notre stratégie recherche, c'est une stratégie en collaboration. C'est également plus de 300 partenaires universitaires à travers le monde, parce que 100% de nos élèves partent à l'international. Donc ça, c'est aussi un marqueur important pour nos établissements. Alors, cette INCREA Hauts-de-France, finalement, était dans une famille plus large, parce qu'historiquement, l'ICN avait créé des écoles sœurs à Brest et Toulon. Vous avez tous entendu parler d'ICN Brest et ICN Toulon. Donc ces deux écoles ont également fait le travail de changement de nom. Donc aujourd'hui, on parle d'INCREA Méditerranée et d'INCREA Ouest. Et donc ces trois associations finalement forment aujourd'hui une nouvelle fédération qu'on appelle la Fédération INCREA. Et je salue Michel Bouvet, le délégué général de la fédération qui est parmi nous aujourd'hui. Et donc tout cet ensemble, aujourd'hui, vous voyez, c'est 11 sites, plus de 6000 étudiants. Et également une originalité, c'est également un campus à l'international. On a INCREA Maroc, vous voyez, à Rabat. Donc c'est une expérience intéressante, vous voyez, d'ouvrir une école entière, entre guillemets, sur un autre territoire. Donc c'est aussi le fruit d'une collaboration entre nos trois familles d'écoles. Donc voilà un petit peu pour INCREA. Alors INCREA Hauts-de-France, en termes de statut, nous sommes des associations à but non lucratif. Donc vous voyez, des modèles économiques très atypiques. Oui, on a des beaux locaux, vous avez vu, mais des modèles économiques qui sont beaucoup basés sur des logiques entrepreneuriales, parce qu'on est né, nous, finalement, du patronat chrétien. Et autant l'État nous accompagne, et nous accompagne bien depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, vous voyez, la subvention d'État représente moins de 10% de nos budgets, donc forcément, on a dû inventer des modèles collaboratifs différents. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on est aussi reconnu dans nos missions de service public, parce que nous sommes ESPIG. Et nous faisons partie d'une autre grande famille qui s'appelle la FESIC, qui est donc aujourd'hui cette fédération qui rassemble la plupart des grands ESPIG, je vais le dire comme ça. Et je salue Delphine Plan-Lequier, qui est la déléguée générale qui est parmi nous également, et qui porte justement, vous voyez, ce modèle original, vous voyez, qui finalement est un modèle tout à fait complémentaire au système public et qui répond, je pense, de bonne manière aux enjeux, je dirais, de l'enseignement supérieur en France et à l'international. Donc ça, c'est aussi donc une particularité. Vous avez vu aussi que nous sommes dans un quartier agréable. Nous sommes en cœur de ville, dans ce que l'on appelle l'Université catholique de Lille. Voilà, donc nous faisons partie encore d'une autre famille, donc cette grande famille de l'Université catholique de Lille. Donc c'est plus de 30 000 étudiants sur l'Université catholique. Rien que sur ce site, on a 20 000 étudiants. Donc vous voyez, ça change beaucoup l'écosystème, même si j'ai vu que l'écosystème, c'est un mot qu'il faut que j'utilise de manière modérée. Voilà, mais vraiment, ça, c'est aussi une chance pour nous, parce que cette université catholique, finalement, c'est un écosystème extrêmement riche sur le transdisciplinaire.
Vous voyez, l'université catholique, en quelques mots, c'est bâti sur 5 grands blocs. Donc on a la chance d'avoir l'EDEC, l'IESEG, qui sont des grandes écoles qu'on connaît bien. On a le bloc INCREA pour la partie ingénieur. Et on a ce qu'on appelle l'ICL, l'Institut catholique de Lille, qui sont toutes les facultés de l'université et qui nous permettent d'accéder aussi bien à des formations en droit, en sciences humaines, etc. Et donc qui viennent finalement compléter très fortement l'expertise que l'on peut trouver lorsqu'il s'agit d'accompagner ou de mettre en œuvre des formations continues ou des exécutifs programmes. Vous voyez, on a une sorte de richesse locale qui nous permet vraiment ensemble de développer des choses. Et souvent, en provocation, je dis, la Cato est en fait une commu qui marche. Vous voyez, c'est depuis les années 70 qu'on s'est rassemblés et on est dans un modèle de coopétition. Certes, on est quelquefois compétiteurs quand il s'agit de recruter des étudiants, etc. Mais on sait se retrouver sur les éléments essentiels quand il s'agit de la santé des étudiants, le sport, la restauration. C'est de mettre à disposition des modèles type bibliothèque numérique en réseau et qu'une école seule n'arriverait pas à se payer, mais collectivement, on est capable de le faire. Donc c'est vraiment ça la richesse de notre université. Ça reste une fédération, chaque membre reste autonome, mais on est capable, vous voyez, de se retrouver sur ces enjeux. Voilà. On m'entend plus, c'est ça? Si, ça marche, ça va. Alors, quelques mots quand même sur pourquoi la fusion, parce que je voulais évoquer hier, c'est que nos 3 écoles allaient bien, donc on n'avait pas forcément envie juste de faire une fusion pour faire une fusion. Donc l'origine de cette fusion, comme les racines sont vraiment dans notre séminaire d'hier. On s'est posé des questions de sens. Mais finalement, c'est quoi une école d'ingénieur? C'est quoi l'ingénieur de demain? Et en étant très bref, vous voyez, on est tombé nous sur 2 mots-clés. C'est le transdisciplinaire. On est persuadé que la création de valeur se trouve aux interfaces des disciplines de plus en plus. Et l'autre, c'est l'ingénieur acteur du monde de demain. Donc l'ingénieur doit être un acteur de la création de valeur. Et donc, on a choisi comme thème l'innovation. Donc, on a construit toutes nos stratégies sur ces 2 piliers. Et vous voyez, notre premier métier étant l'innovation, la pédagogie, on s'est beaucoup investi dans l'innovation pédagogique. Et quand on dit beaucoup investi, vous voyez, c'est plus de 15 millions d'euros d'investissement en innovation pédagogique. Donc, il n'y a quand même pas beaucoup d'écoles, vous voyez, qui mettent autant de moyens sur cette dimension-là. On a eu la chance d'être reconnus sur ces démarches par l'État au travers de PIA. Donc, on est lauréat de 3 PIA. Donc en transparence, ça nous a bien aidé pour accélérer finalement le modèle. Et on a mis en place des objets un peu insolites, dont un qui s'appelle Adicode, Atelier de l'innovation Adico-Design. Vous voyez, on est capable finalement, et je donne qu'un exemple de projet, d'accompagner 100 projets d'innovation d'entreprise réels par an, en associant des étudiants, des enseignants-chercheurs, etc., dans une logique de pédagogie active, c'est-à-dire où en fait la notion d'apprendre en faisant est vraiment le maître mot de la démarche. On a également mis en œuvre des pédagogies très originales, notamment une nouvelle manière d'intégrer des élèves dans des écoles d'ingénieurs, ce qu'on appelle AdiMaker. Donc AdiMaker, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, on a constaté qu'il y avait des élèves très doués, mais qui s'ennuyaient au lycée. Et donc comme ils s'ennuient au lycée, ils ne font pas trop d'efforts. Et puis comme ils ne font pas trop d'efforts, certainement leurs bacs sont trop de difficultés, mais ils n'ont pas forcément des super notes en maths et en physique. Or, comme notre système de recrutement est très basé finalement sur sa capacité à avoir des bonnes notes en maths et en physique au lycée, finalement ces élèves-là, on ne les détectait pas. Donc l'idée c'était de dire comment leur donner envie. Donc AdiMaker, c'est une pédagogie complètement inversée, c'est une pédagogie par l'expérientiel. En fait, les élèves viennent nous rejoindre comme ils sont, comme on dit, voilà. Et l'idée, c'est de leur donner envie, c'est de leur donner du sens, par l'expérience, par la mise en situation, en intégrant, je dirais, des projets d'entreprise, etc. Et avec un référentiel qui est le même que des classes préparatoires ou des classes préparatoires intégrées. Simplement, on ne raisonne plus en programme, on raisonne en compétences. Donc l'approche par compétences, finalement, nous a permis de développer des modèles originaux et une capacité, finalement, à chercher d'autres profils d'élèves que moi je qualifie de différemment talentueux, mais qui rapidement se révèlent être des potentiels extrêmement intéressants pour devenir des bons ingénieurs. Voilà. Le dernier point que j'évoquerai, c'est un peu dans cette famille, c'est aussi de créer de nouveaux tiers-lieux pour l'innovation et la recherche. On s'est aperçu d'une chose, c'est que le modèle Technopush, vous voyez, qui est quand même un peu dominant en France, a ses vertus, mais il a une difficulté, c'est qu'il manque de réactivité. Vous voyez, le temps de la recherche est souvent un temps long. Or, par rapport à l'accélération du monde dont on parlait hier, les entreprises ne retrouvent pas toujours leur bonheur.
Alors, elles ont souvent compensé par ce que nous on appelle le market pool, vous voyez, essayer d'imaginer le marché à la place du client pour essayer d'anticiper. Mais nous, on a fait le choix du troisième axe, on va dire, la troisième voie, qui est l'approche par les usages. Donc l'idée était donc de créer des lieux à échelle 1 pour permettre aux entreprises, aux start-upers, aux chercheurs, aux étudiants, vous voyez, de créer, d'innover ensemble. Et donc ce mot-clé, nous on appelle ça des démonstrateurs. Et la particularité de ces démonstrateurs, c'est la notion d'échelle 1. Et oui, on posait la question de changement d'échelle. Ben, nous, on ne se pose pas la question, on est déjà à échelle 1 tout de suite. Donc il n'y a pas de ce souci-là. Et on a directement les usagers, c'est-à-dire les clients. Donc là, vous ne le savez pas, vous êtes actuellement dans un démonstrateur. D'accord ? Ce démonstrateur, on en a parlé hier, c'est REV3. Voilà, et donc tout le quartier Vauban est aujourd'hui en train d'être instrumenté, vous voyez, pour être une smart cities. Hein. Donc nous, on pilote par exemple toute la partie smart grid. Hein, donc on met des capteurs partout, les bâtiments. Là où vous étiez tout à l'heure dans l'Atrium, les bâtiments sont intelligents, tout est identifié, capté, etc. Et on développe les nouveaux modèles, vous voyez, de multisources, par exemple au niveau énergie. On est en train d'implanter avec la MEL des bornes expérimentales pour les voitures électriques, parce que ce n'est pas le tout de dire on passe tout à l'électrique, mais comment on va faire quand tout le monde sera à l'électrique. Donc vous voyez, il faut aménager en amont les villes. Donc vous voyez, en lien avec les collectivités, tout le quartier Vauban est en train d'être transformé. Vous avez peut-être vu un bâtiment qu'on appelle le Rhizome, vous voyez, ce sont des bâtiments producteurs d'énergie. Voilà, alors on a des problèmes de législation, hein, par exemple... Enedis n'est pas très content qu'on fasse ça parce qu'on met en péril son modèle du monopole, vous voyez. Donc on essaie d'avoir des dérogations pour dire comment on peut nous-mêmes consommer notre propre énergie d'une structure à l'autre. Donc on touche vraiment de l'innovation certes technologique, mais elle est aussi sociétale, elle est juridique, elle est législative. Donc c'est ça comment les démonstrateurs, c'est cette notion d'échelle 1, avec un certain nombre de Fab Labs, vous voyez, de mise en situation. Et le dernier objet un peu unique un peu dans la région, c'est par exemple le Tech Shop. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept de Tech Shop, qui est un concept américain, qui vient bien sûr de la Silicon Valley, hein, parce que qu'est-ce qui ne vient pas de la Silicon Valley, vous voyez. Et c'est une marque qui a été rachetée par le groupe Leroy Merlin, le groupe ADO. Et ils ont implanté un Tech Shop, donc c'est un immense Fab Lab, vous voyez, de 3000 m², et qui est ouvert à nos étudiants, c'est-à-dire que vous voyez cette facilité finalement de dire on essaie d'innover, on a besoin de faire des prototypes, mais on a la chance d'avoir un écosystème qui nous permet de mettre à disposition de nos étudiants des équipements un petit peu hors normes. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel un petit peu de nos projets. Donc de nouveau un très bon congrès, et puis de nouveau je suis très heureux de vous accueillir, et je ne sais pas à qui je passe la parole, mais je vous souhaite une bonne matinée.